Bienvenue dans Capitale 2020, édition spéciale du 5 décembre. Grève du 5 décembre ce soir pour vous aider évidemment à y voir plus clair, aider les habitants de Paris, d'Île-de-France ces prochains jours. Ce sont 4 invités, non pas un, que je reçois exceptionnellement ce mercredi, veille du mouvement. Pendant cette heure ensemble, nous vous donnerons les premières informations, les dernières informations concernant ces mobilisations qui sont annoncées, les conséquences également que cela concernera et évoquera pour vous. Nous parlerons de cette éventualité d'une grève durable. C'est parti, Capitale 2020, ça commence maintenant. Et merci à mes 4 invités du jour d'être à mes côtés. Honneur aux dames. Lauriane Rossi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée La République En Marche des Hauts-de-Seine. Vous défendez donc le projet de réforme des retraites dont il va être question ce soir à l'origine de la grève. Alexis Louvet, bienvenue sur le plateau de Capitale 2020, co-secrétaire de Solidaire RATP. Votre syndicat fera partie du cortège demain à Paris. Vous nous expliquerez vos motivations. Bonsoir Marcel Bénézé. Bonsoir. Vous êtes président de la branche des cafés, bars et brasseries du Synorcat. C'est le syndicat national des hôteliers, restaurateurs, cafetiers, traiteurs. Vous nous donnerez donc le point de vue des commerçants qui devront faire face à cet épisode de grève. Merci également à Marc Pellissier de nous rejoindre sur ce plateau. Vous êtes président de la FNOT Île-de-France, la Fédération nationale des associations d'usagers des transports, des voyageurs franciliens, évidemment, qui seront nombreux à devoir trouver une alternative à partir de demain et ces prochains jours. Tout de suite, on fait le point sur l'actualité de cette grève. Et on commence tout de suite avec une question pour vous, en un mot, si vous deviez résumer cette grève. Lauriane Rossi, par exemple, celle qui s'annonce. L'inquiétude que je peux comprendre, qui est légitime, mais qui, encore une fois, comment dirais-je, nous avons une grève qui ne tient pas compte des paramètres puisqu'ils ne sont tout simplement pas dévoilés. On va revenir dans le fond du sujet. Un mot, donc, voilà. Inquiétude. Alexis Louvet, pour vous, qu'est-ce que vous inspire cette grève? Prometteuse. Prometteuse. Oui. Vous pensez que des solutions émergeront de ce mouvement? Oui, bien sûr. Oui. Marcel Bénézé, pour vous, pour les commerçants? Les commerçants sont très inquiets, moi-même bien sûr, et qui représentent tous les commerces, parce que je suis un élu de la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France. Donc tous les commerces, quand je vois qu'on nous oblige à fermer nos commerces, alors qu'on déjà, nous sommes dans la peine et dans la plus belle capitale du monde, soi-disant, et on est obligé de fermer nos commerces sur un parcours de manifestation, je trouve ça quand même un peu inquiétant, quoi. Et pour vous, Marc Pellissier, cette grève de 5 décembre qui, a priori, se prolongera? Le mot, a priori, ça sera galère parce que déjà en temps normal, les déplacements sont pas forcément faciles dans la région. Là, on voit que ce mouvement, clairement, va poser de grosses difficultés pour se déplacer dès demain. Alors justement, peut-être à titre personnel également, comment vous avez prévu, si vous allez travailler demain, alors vous serez dans le cortège de la grève, mais comment est-ce que vous avez prévu de vous déplacer demain, concrètement? Avec ma voiture, je serai à l'Assemblée nationale demain toute la journée. Donc avec votre véhicule personnel? Alors moi j'ai une conférence demain à la faculté de médecine rue Bonaparte et j'ai la ligne 4 qui va fonctionner, un train sur 3. J'espère que j'aurai de la chance. Je vais y méprendre un petit peu plus tôt, mais effectivement j'habite quartier Gare de l'Est où ça va être vraiment mouvementé pendant le moment de la manifestation, le temps qu'elle se rassemble, et j'ai bien peur des gilets jaunes arrivent de la place Clichy et rejoignent la manifestation qui va s'enclencher sur le boulevard Magenta. Et pour vous, Marc Pellissier, ce sera bien moi je vais essayer de prendre les rares RERB qui fonctionnent et puis je terminerai pour le moment mon trajet à pied. Voilà pour les possibilités. Donc vous irez à pied rejoindre vos collègues? J'ai l'habitude de circuler à vélo lorsque je ne travaille pas et que je ne suis pas au volant de mon autobus. Ok, voilà. Allez, on va tout de suite prendre le pouls et faire le point sur les perturbations. Justement, il en est question, vous l'avez compris, que vont entraîner ces grèves, notamment pour les usagers des transports en commun. Alors, pour cause, on le rappelle, de nombreuses professions battront le pavé ce jeudi contre la réforme des retraites. Il y a la SNCF, il y a la RATP, bien sûr, représentée par de
de nombreux syndicats. On va retrouver dans un instant notre reporter Laura Striano, Gare du Nord, dans le 10e. Elle nous fera un point justement sur les circonstances et ce à quoi il faut s'attendre pour cette journée de jeudi 5 décembre. Mais information tout de suite de la préfecture de Paris. Depuis hier soir, on le sait, vous l'évoquiez notamment, Monsieur Bénézé, 1 millier de casseurs pourraient être présents. On va utiliser le conditionnel ce jeudi dans le cortège syndical des manifestants. C'est le préfet de police qui l'a annoncé, Didier Lallement. Par conséquent, un dispositif de sécurité va être mis en place, aussi conséquent au moins que celui du 1er mai dernier. Alexis Lauvet, vous qui êtes syndicaliste, qui représentez ces grévistes qui seront présents, est-ce que vous craignez que des débordements, des black boss ne nuisent à votre mouvement, à votre intérêt ? La première crainte que nous avons depuis maintenant quelques mois, depuis que M. Macron est arrivé au pouvoir, et même avant lui, depuis le mandat de M. Valls, notamment au ministère de l'Intérieur, c'est celle de perdre un œil, de se faire arracher une main. Bref, vous l'avez compris, d'être victime de violences policières. La liberté. Vous craignez plus la police que les casseurs qui pourraient s'infiltrer dans le mouvement ? Nous proposons, avec notre sérénité organisée à Solidaire, notre service d'ordre, à ceux qui le souhaitent, de défiler dans un maximum de sécurité au sein de notre cortège, protéger des éventuels débordements de la police. Il faut bien dire que dans une manifestation, on va tout de suite couper court à ce faux débat, c'est les forces de l'ordre qui fixent le niveau de violence. Ça a toujours été comme ça. Et lorsque... Mais cette présence des Black Blocs, elle est tout de même avérée. C'est pas une réponse à la présence policière. Là, c'est une information que vous niez la présence de casseurs lors de manifestations à Paris ces derniers temps. Je dis très calmement que j'ai une certaine expérience des manifestations, que ce soit en milieu urbain, que ce soit à la ZAD de Nantes, à droite ou à gauche. Au fil de mon parcours militant, j'en ai vu de tout poil, j'ai envie de dire. C'est toujours la police qui fixe le niveau de violence d'une manifestation. Lauriane Rossi, vous qui êtes députée, qui représentez l'État ici sur ce plateau, vous entendez cette remarque des syndicats ? Non, moi je ne peux pas laisser dire que c'est la police qui fixe le niveau de violence. Et je veux d'abord avoir une pensée pour nos policiers qui demain seront sur le terrain et qui, je l'espère, n'affronteront pas des scènes de violence telles que celles auxquelles nous avons pu assister pendant plusieurs samedis. J'espère que cette manifestation, qui encore une fois est légitime, une mobilisation syndicale, est légitime, je n'ai aucun problème avec ça, mais que cette manifestation se déroule de manière pacifique, et je pense d'ailleurs au bénéfice de ceux qui sont là demain pour porter un message. Et je termine... Je pense à vous également, représentants de commerçants, je pense à tous ces petits commerces qui demain auront la peur au ventre d'avoir leur devanture et leur magasin cassé à l'approche de fêtes de Noël et avec la perte d'activité que ça peut impliquer. Donc moi je souhaite que cette manifestation soit la plus pacifique possible. Prenons exemple sur la marche par exemple pour le climat, manifestation qui a rassemblé bien plus que les gilets jaunes et pourtant il n'y a pas eu de heurts. Donc ce n'est pas la police qui fixe le niveau de violence. Je crois que c'est le caractère pacifiste des manifestations et quand elles se passe bien, il n'y a pas de problème. On va ce tour de table. Marcel Bénézé, vous qui représentez les commerçants, oui, allez-y. Dire un petit mot pour compléter. J'ai fait aucun appel à la violence. On m'interpelle sur le sujet. Non, mais je ne peux pas laisser dire que la police fixe le niveau de violence. Les adhérents de notre organisation syndicale vont défiler dans le calme. On s'interroge simplement sur la... Et pour vous, je l'espère. On s'interroge simplement sur la... Je vais rétablir la question. On s'interroge sur la présence ou pas de Black Blocs. On n'a jamais dit qu'il ferait partie de votre cortège. Je vous réponds très calmement que les violences dont nous avons été témoins et victimes ces dernières années sont celles des forces de l'ordre. C'est votre ressenti, très bien. Marcel Bénézé, je le disais, vous représentez ici les professionnels des bars, des restaurants, les commerçants de manière générale. Ils ont subi déjà de lourdes pertes, de gros dégâts, notamment lors de ces manifestations en marge des manifestations des Gilets jaunes, de la casse. Qu'est-ce que vous pensez de cette manifestation? Alors on sort de plusieurs mois déjà de manifestations de Gilets jaunes qui se sont terminées il y a très peu de temps. Aujourd'hui déjà les commerçants sont dans une angoisse pas possible. Des gens leur obligent de fermer leur commerce. Moi je dis que le droit de manifester existe, c'est normal, il est dans la Constitution, on a le droit de manifester. Mais on a le droit de pouvoir ouvrir son commerce aussi. Et les commerçants, vous souhaiterez garder leur commerce ouvert? C'est un droit absolu. C'est le préfet, on l'explique, qui a demandé à tous les commerces présents sur le parcours. C'est un arrêté préfectoral. Donc ça veut dire que si un commerçant décide de rester ouvert, il a de la casse, et bien son assurance ne le remboursera pas. Donc ça veut dire on lui demande de fermer son commerce. Alors moi je dis qu'aujourd'hui la liberté de faire son commerce, il faut qu'elle soit respectée aussi. Est-ce que les commerces vous en parlent justement, les
commerçants. Est-ce que vous dites qu'ils veulent rester ouverts malgré tout? On travaille avec un tiroir caisse et on paye des charges. Parce que moi, je peux vous dire qu'une chose, je m'excuse de vous dire ça, mais dans l'administration, la RATP et la SNCF, vous allez toucher votre 13e mois, les primes au mois de décembre. Vous les avez touchées. Vous allez pouvoir faire fête. Nos salariés, ils vont pas pouvoir venir travailler, donc ils vont pas, à la fin du mois, ça va être dur pour eux. Moi, je peux vous assurer que nos salariés, je m'inquiète aussi pour nos salariés, pour nos entreprises. Est-ce qu'ils entendent tout de même ce message que veulent faire passer tous les manifestants à partir de demain sur cette réforme des retraites? Est-ce qu'ils se sentent concernés par la question? Ils se sentent concernés, mais ils voudraient surtout travailler. On va les empêcher de travailler. Ils sont concernés, tout le monde est concerné pour la retraite. On vieillit beaucoup plus. Il ne faut pas rêver. On vit beaucoup plus longtemps et en meilleure santé. On va travailler davantage. Écoutez, moi j'ai 69 ans passés, j'aurai 70 ans. Alors comment est-ce qu'ils s'organisent ces commerçants? Je travaille jusqu'à 67 ans, j'ai travaillé dans mon commerce, je suis en pleine forme. Donc, la pénibilité, ça existe depuis longtemps. Quand les gens sont usés par le travail, on les a sortis, ils ont pris leur retraite. Ça existe aujourd'hui, il faut arrêter. Je pense qu'il va falloir travailler davantage. On n'a pas le choix. Sinon, il va falloir... Comment on va faire pour payer les retraites? On n'a pas le choix. Trouvez-moi une autre solution, ça sera payé par de l'impôt. Donc moi je pense qu'il faut travailler davantage. Oui, vous dites que vous voulez travailler, et ça je l'entends, mais en fait comment vous voulez travailler? Est-ce qu'il ne suffirait pas simplement d'augmenter le pouvoir d'achat des gens? Je prends un exemple. Vous parlez de votre secteur, il s'agit de l'hôtellerie, restauration, le commerce, mais hôtellerie, restauration, on commerce. vit de l'économie. Si quand on place l'économie, on a un PIB, on est compte qu'on a un taux de 2000 milliards d'euros de dette. Je vous laisse m'interrompre, mais je vais quand même terminer. Allez-y, mais la situation est grave aujourd'hui. Vous parlez de dette, vous parlez de finances. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'aujourd'hui, chaque année, le gouvernement attribue 40 milliards de CICE à des entreprises, telles que c'est le crédit d'impôt compétitivité emploi, qui a des entreprises qui licencient, et notamment des grands groupes, et notamment dans la restauration, par exemple Sodexo. Pour ne prendre Sodexo, c'est des grands groupes. Les petites entreprises en ont profité. Monsieur. Je pense qu'on a sauvé des entreprises. Est-ce que je pourrais ne pas être interrompu? Allez-y, Sodexo, qui est un grand groupe, qui est subventionné par le gouvernement pour licencier, tandis qu'il y a des petits limonadiers qui galèrent. Est-ce qu'il serait pas mieux ces 40 milliards? Moi, si je fais un calcul rapide, ça fait 800 000 emplois payés 2 000 euros net par mois. 800 000 fois 50 000. Si on estime qu'un emploi à 2 000 euros net par mois coûte à peu près 50 000 euros à l'année, ça fait 800 000 emplois. Est-ce que si cet argent, il allait vers des emplois plutôt que vers la subvention des grands groupes qui licencient, vous ne travailleriez pas davantage, vous n'auriez pas davantage de clients dans vos établissements? Est-ce que ça, c'est pas déjà un début de solution, plutôt que de taper sur des manifestants qui défendent leurs droits à finir leur... Je vais finir d'interroger tout le monde. Je vais finir d'interroger tout le monde avec vous, Marc Pellissier. Alors, vous représentez les usagers des transports en commun. On l'a compris, qu'ils vont être très affectés demain, avec seulement 2 lignes de métro, notamment, qui rouleront dans Paris, les lignes automatiques. Très peu de solutions pour y remédier. Quand on annonce aussi en parallèle cette réforme, on parle vraiment de cette réforme des retraites, pour laquelle des milliers de personnes, des millions peut-être en France, vont défiler ces prochains jours. Est-ce que les usagers avec qui vous échangez comprennent tout de même la situation? En tout cas, ils comprennent que c'est un sujet d'inquiétude, d'ailleurs qui n'est pas nouveau, puisque, par exemple, à la RATP, la dernière grande grève, en 2007, c'était déjà le sujet des retraites. Et d'ailleurs, je voudrais dire que, globalement, à la RATP, même si c'est pas vraiment le cas en ce moment, mais globalement, les grèves ont beaucoup diminué, et c'est quand même assez rare, parce que ça faisait donc 12 ans qu'il n'y avait pas eu un mouvement de cette ampleur-là. Bon, néanmoins, après, ce que constatent les usagers, qu'ils soient pour ou contre, c'est qu'effectivement, il y a des impacts très forts, et ce que beaucoup quand même ne comprennent pas, mais ça c'est aussi je dirais à la fois l'attitude des syndicats et du gouvernement, c'est qu'on est dans une grève dure alors même que la négociation n'a pas eu lieu. Et quelque part, on se dit quand même que dans certains pays, on arrive à négocier avant de faire grève et que la grève devrait être vraiment l'aboutissement ultime si la négociation a échoué. Et malheureusement, en France, on n'arrive pas. Alors avant d'aller plus loin, justement, on va expliquer un peu à nos téléspectateurs ce qu'elle représente, cette grève, quelles sont les raisons de ce mouvement interprofessionnel annoncé à partir de demain. Santé, sécurité, enseignement, transport, bien d'autres. De nombreux syndicats des secteurs publics, privés également, se réunissent donc pour dénoncer le projet de réforme des retraites porté par Emmanuel Macron. De 42 régimes, l'exécutif souhaite passer à un seul système universel et pour réduire un éventuel déficit budgétaire à un système à points. Le décryptage, regardez dans ce reportage de Charlotte Mesurol pour Capital 2020. Cette réforme des retraites reste très floue dans l'ensemble, mais il y a des choses que l'on sait.
La première certitude, et c'est un point de désaccord entre les partenaires sociaux et le gouvernement, c'est que les 42 régimes vont disparaître pour laisser place à un régime universel. On sait également qu'il n'y aura pas de remise en cause de l'âge légal de départ à la retraite. On reste bien sur 62 ans et que toute la carrière sera prise en compte dans le calcul des pensions. La valeur du point, qui reste vague, sera sanctuarisée et inscrite dans la loi. Quant aux partenaires sociaux, ils participeront à la gouvernance de ce nouveau système. Mais il reste encore à déterminer des points essentiels et c'est bien ce qui pose problème. Quand cette réforme va-t-elle entrer en vigueur, mais aussi quelle génération sera concernée? Le rapport de Jean-Paul Delevoye évoquait celle de 1963. Ce pourrait être au-delà. D'autres interrogations. Quelles seront les bonifications pour les hommes et femmes qui ont eu des enfants? Ou alors, quel sera l'âge pivot pour avoir une retraite à taux plein? Voilà pour ce sujet qui replace un peu le contexte de cette réforme donc des retraites portée par Emmanuel Macron. Lauriane Rossi, vous qui êtes députée à La République En Marche dans les Hauts-de-Seine, on l'a entendu dans ce reportage, c'est un flou qui est un peu reproché à cette proposition de loi que les manifestants dénoncent. Est-ce que vous comprenez ce flou qui interpelle? Je comprends l'inquiétude, mais on ne peut pas d'un côté nous accuser du passage en force permanent. Qu'aurait-on entendu Est-ce que vous comprenez si nous étions arrivés avec une réforme? Vous comprenez que les gens ne comprennent pas justement cette réforme, qu'elle soit floue? Mais parce que justement les négociations et le dialogue social sont en cours et qu'il nous appartient avec les syndicats, avec les partenaires sociaux d'en définir les paramètres. Aujourd'hui, qu'avons-nous fait? On n'est pas arrivé en disant la réforme ce sera ça et pas autrement et on passe en force. Non, justement on veut l'écrire avec les syndicats. On est en revanche arrivé avec des fondamentaux pour cette réforme et on ne transigera pas, ça c'est très clair, c'est une promesse présidentielle. Donc quels sont ces fondamentaux qui resteront sur la table? La suppression des 42 régimes spéciaux pour basculer vers un système universel, un système juste, parce que je crois profondément que c'est une réforme de justice sociale, cette réforme. Donc un système universel par point, 1 euro cotisé, un point acquis. Il appartiendra au gouvernement avec les syndicats de définir la valeur du point. Et là, je comprends l'inquiétude, parce que je l'entends aussi dans ma circonscription. Et c'est bien normal. Les gens viennent nous voir en me disant, mais moi j'ai travaillé, voilà, pendant 30 ans, je vais partir avec combien? À quel âge je vais partir? Est-ce que j'aurai quand même droit à quelle réponse vous leur apportez? Je leur dis, ces paramètres sont en cours d'élaboration avec les syndicats, mais on sait d'ores et déjà que de nouveaux droits vont être ouverts. On parlait à l'instant des commerçants. Nous prévoyons une retraite minimale de 1 000 euros. 1000, qui est bien supérieur donc au minimum vieillesse, qui est de 800 euros. Aujourd'hui, on voit des agriculteurs, des commerçants, des artisans partir avec 400 ou 600 euros de retraite. Demain, ils auront une retraite assurée à minimum 1000 euros. Est-ce que ça veut dire que pour les femmes compenser cela, il y a des personnes qui vont être lésées dans le lot? Non, aucun perdant. En revanche, effectivement, cette suppression des 42 régimes spéciaux, qui est juste et qui nous permettra de pérenniser ce système par répartition. La première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que ce système par répartition, il est menacé. Il est menacé financièrement d'une part, et c'est pas nous qui le disons, c'est le Conseil d'orientation des retraites. Il manquera 10 à 17 milliards d'ici quelques années. Mais parce que c'est très simple, vous avez un problème démographique. Là où vous aviez avant... Ce n'était pas le cas, il n'y avait pas de déficit annoncé quand au début de la promesse, lors de la promesse d'Emmanuel Macron, la promesse de campagne en 2017, ces comptes étaient équilibrés. Aujourd'hui, ils sont équilibrés. Le Conseil d'orientation des retraites vous dit que d'ici 10, 15, 20 ans, ça ne sera plus le cas. Et l'allongement de la durée de vie, c'est un phénomène démographique qui est très simple à comprendre. Vous voyez bien qu'on vit plus longtemps et qu'il y a de moins en moins d'actifs pour plus en plus. Je termine, s'il vous plaît. Pour de plus en plus de retraités. Là où vous aviez auparavant 3 ou 4 personnes qui travaillaient, puisque c'est bien ça le système par répartition, on l'oublie parfois. Je vois des gens l'oublier dans ma circonscription aussi. On travaille pour les retraités. Eh bien, là où vous aviez 3 ou 4 actifs pour un retraité, aujourd'hui vous avez 1,7 actifs. Et demain, vous aurez 1,2 actifs. Il y a un vrai problème démographique. Il faut sauver ce système. Ça passe par une transformation. Et là où avant les politiques, puisque chaque quinquennat a eu sa réforme des retraites, on se contentait de reculer l'âge légal. À chaque quinquennat, chaque septennat, on reculait l'âge légal. Donc là, c'est la solution ultime. Revoyons. Non, c'est pas la solution ultime. Nous, on dit revoyons le système en profondeur, de fond en comble. Essayons de le rendre plus juste, plus lisible et de le sauver tout simplement. Mais sans dire aux gens, vous allez travailler plus longtemps. Alors, Alexis Louvet, l'initiative de cette grève, elle vient de la RATP, après une grève déjà paralysante le 13 septembre dernier. Pourquoi est-ce que justement votre régie parisienne est en tête de ligne par rapport à cette réforme des retraites? En quoi elle vous inquiète? Déjà, je tiens à dire que si on veut financer les retraites, faisons de l'emploi en fait. Faisons travailler les gens, nous faisons parallèlement. Cotiser les gens. 4 millions de CDI signés depuis 2017.
retraite, un chômage au plus bas depuis 10 ans, 8,5%. Ça n'est pas exact. Madame, vous ne faites pas travailler les gens, vous subventionnez les grands groupes qui licencient. Là-dessus, je suis déjà intervenu. Bah écoutez, pourquoi la RATP, est-ce qu'elle s'est retrouvée en tête de pont? Parce que c'est l'histoire de ce mouvement qui s'est écrit comme ça. Il se trouve qu'en effet, nous avons un métier avec une très forte pénibilité. Les collègues qui meurent avant 62 ans parce qu'ils respirent de l'amiante, nous-mêmes, chauffeurs de bus, c'est des études qui le disent, de l'Institut national de la recherche scientifique en 2006, en 2008 et en 2011. La conduite est un métier qui expose les travailleurs à un surrisque de maladies cardiovasculaires. Le contact du public également entraîne... Donc c'est une sorte de pénibilité que vous souhaitez mettre en avant? Une fatigue prématurée. Oui, il y a une pénibilité du métier. À Paris, il y a des chauffeurs de bus. Mais précisément, madame, reconnaissons-la pour tout le monde. Reconnaissons-la pour tout le monde. On ne peut pas faire passer tout le monde à 52 ans. Si j'en crois, madame, la justice, selon elle, on va prendre l'exemple de l'accessibilité. Devant des grands établissements, devant des administrations, il y a des plans inclinés pour les fauteuils roulants. À bord de nos autobus, il y a des palettes pour pouvoir faire monter les utilisateurs de fauteuils roulants. Il y a aussi des ascenseurs. Si j'en crois la notion de justice que défend madame, alors à ce moment-là, on arrête tout ça. C'est escalier pour tout le monde. Avec l'accessibilité des personnes handicapées. Parce que ce que vous voulez, c'est que vous allez niveler par le bas. C'est ça que vous allez faire. Vous dites une pension de 1 000 €. Vous vous rendez compte de ce que vous mais dites? je crois qu'il y a un principe de réalité. Moi, si demain, les finances de notre pays permettaient de faire partir tout le monde à 52 ans, je serais ravie. Mais je crois qu'il y a un un principe de réalité. Vous croyez qu'on peut faire partir tout le monde à 52 ans à la retraite? Ça n'est tout simplement pas possible. Madame, vous ne pouvez pas. Et je ne minimise pas la pénibilité de votre travail. Loin de là, je la connais et je la respecte profondément. Mais elle est aussi réelle dans d'autres départements qui ne bénéficient pas des avantages que vous avez acquis au sein de la RATP. Vous ne pouvez pas dire dans la même phrase principe de réalité et dire 1 000 €. C'est les gens qui nous regardent. Ah mais ça, ce sera financé. En tout cas, la retraite à 1 000 €, elle sera financée. Mais on fait quoi avec 1 000 €, Lauriane, mieux qu'avec 400 ou 600 pour nos agriculteurs et nos artisans. C'est le montant de leur retraite. Ce n'est pas celle de la RATP. Ce que les téléspectateurs voudraient comprendre, justement, cette méthode aussi de calcul qui est encore en cours, vous l'avez dit. Tout de même, cette réforme, le projet va être présenté en début d'année 2020. Comment est-ce que ça va être calculé? Parce qu'on a l'impression que quand même pour faire une moyenne, pour utiliser en gros, on va dire pour résumer, s'il faut faire une moyenne pour que tout le monde soit à peu près à équité, ça veut dire que certains vont y gagner et d'autres vont y perdre. Nous partons, je l'ai dit, sur un système par points. Donc 1 € cotisé égale 1 point acquis. Évidemment, nous ne touchons pas aux situations. Les droits acquis sont préservés et toutes les personnes, évidemment, qui ont cotisé jusqu'à présent ne seront pas concernées. Reste à définir, effectivement, l'année 1963 avait été évoquée par le Premier ministre. Les négociations sont toujours en cours. Voilà, il faudra voir à partir de quand cette réforme s'applique. Donc il y a un calendrier à poser avec les syndicats et puis tous les paramètres. La prise en compte de la pénibilité, la prise en compte des enfants, la majoration par enfant. On a promis justement une majoration dès le premier enfant pour les femmes. Parlons-en des femmes, 40% en moyenne en moins de pension par rapport aux hommes. Et bien là, nous disons, nous prenons en compte 100%, à 100% le congé maternité et nous ouvrons la bonification dès le premier enfant. Ce sont de nouveaux droits que nous ouvrons. Alors, on a quelques chiffres. Un sondage Odoxa pour le Figaro publié jeudi dernier a déclaré que 66% des Français soutiennent cette mobilisation du 5 décembre, 46% selon un dernier sondage IFOP pour le journal du dimanche. Est-ce que par exemple les commerçants que vous représentez, Marcel Bénézé, se sentent concernés par cette réforme, au-delà de ce dont vous avez parlé, des nuisances évidemment qu'ils ont pu subir récemment? Mais tout à fait, ils se sentent concernés dans cette réforme. Le problème, il vient depuis le départ. Comme l'a dit votre journaliste, c'était flou. Et comme on dit en France, quand c'est flou, il y a un loup. Et effectivement, tout le monde a tiré un petit peu de son côté. Et c'est vrai qu'effectivement, les syndicats ont apporté des propositions et les politiques derrière, excusez-moi madame, ont raconté un petit peu leur truc. Ça a été un flou et ça a apporté nuisance à cette réforme. Tout vient de là, parce que ça fait quand même 1 an qu'on en parle, elle aurait été déjà finie déjà. Et on n'a pas encore fait, on n'est pas prêt de la faire. La concertation dure depuis 2 ans maintenant, c'est ça? 18 mois, 1 an et demi, oui. Parce que tout le monde a apporté sa pierre, voulait apporter sa pierre, et aujourd'hui, alors que c'est un problème d'équité, il faut aujourd'hui arriver à un problème d'équité. C'est ce que cherche le gouvernement. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes en train d'arriver justement à cette compréhension globale? Est-ce que vous avez l'impression que les choses commencent à être plus claires pour les interlocuteurs que vous avez en face de vous? Je crois, et j'espère qu'on va arriver à sortir tous gagnants de ce dialogue social. J'ai vu tout à l'heure un tract de la CFDT qui me semble aller dans le bon sens. J'espère que les autres syndicats également s'y rangeront et qu'on arrive ensemble à écrire cette réforme. Bon, 18 mois de concertation, il ne vous aura pas échappé également qu'on a eu quand même une crise pendant cette période et un grand débat national qui a peut-être aussi ralenti ce dialogue social. Néanmoins, il est là, et il faut qu'on le maintienne et qu'on arrive ensemble à écrire les paramètres et sortir. J'entends ce que vous dites sur ce flou qui inquiète, parce que je crois véritablement que les Français attendent cette réforme. Elle inquiète beaucoup quand on voit la mobilisation massive qui s'annonce ces prochains
prochains jours. Le fait que les paramètres ne soient pas encore connus commence à inquiéter, donc je crois urgent effectivement que nous puissions les annoncer. C'est ce qui inquiète le plus les gens. On va continuer ce débat, on va maintenant aborder les conséquences de cette grève pour chacun de nous, juste après ça. Marc Pellissier, il y a cette idée que la SNCF, la RATP doivent fournir un service minimum aux usagers aux heures de pointe. C'est ce qui est souvent demandé par ces utilisateurs. Mais aucune loi, finalement, on l'a découvert, n'oblige actuellement cette mise en place de ce service minimum, malgré la demande récente encore de Valérie Pécresse. Quelle est la compensation que peuvent attendre aujourd'hui les utilisateurs, par exemple, chez vous ? Aujourd'hui, c'est la loi de 2007 qui s'applique. Donc, effectivement, le service garantit. On nous garantit qu'on nous annoncera exactement ce qui va circuler. Mais effectivement... À 24 heures, c'est avec un préavis de 24 voilà, heures. Tout à fait. Donc, ça, c'est déjà un progrès, puisque avant, il y avait beaucoup d'incertitudes. Et là, on espère vraiment, effectivement, que ce qui a été annoncé, au moins le peu de trains qui ont été annoncés circuleront effectivement. Après, clairement, comme on est en dessous de ce qui était prévu, et notamment dans le contrat avec Île-de-France Mobilité, la RATP s'est engagée sur 50% de services aux heures de pointe et la SNCF sur 33%. Donc cela devra déclencher nécessairement un dédommagement des usagers qui sont abonnés au Pass Navigo. Vous avez demandé un dédommagement. Alexis Louvet, vous entendez ces demandes. Est-ce que du côté de la RATP, justement, des mesures sont mises en place pour accompagner ces usagers, alors pas vers un service minimum puisqu'il n'existe pas, mais en tout cas à limiter la casse? Mais je ne suis pas qualifié pour répondre à cette question, madame. Il faut interroger la direction de la RATP. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que si vous acceptez de croire à la sincérité du gouvernement lorsqu'il déplore la gêne occasionnée aux usagers, notamment ce sont les propos de Madame Ndiaye, qui assume par ailleurs mentir pour défendre le président. Si vous acceptez de croire à la sincérité du gouvernement et de Madame, des députés de la République en marche, lorsqu'ils se disent sincèrement concernés par les désagréments pour les usagers, vous devez accepter aussi que nous déplorons également la gêne pour les usagers. Nous sommes pas là pour pénaliser les gens. Nous transportons les usagers tous les jours avec moi pour ma part et pour mes collègues un amour du métier. Pardonnez-moi de le dire si c'est un gros mot. Vous aimez votre métier, et donc voilà, oui, on comprend que vous ne souhaitez pas mettre les usagers. Ce que je voulais dire, c'est que la gêne occasionnée aux usagers, c'est ce qu'on appelle un dommage collatéral. Le gouvernement fait mine de le déplorer. Nous le déplorons sincèrement. Simplement, la balle est dans le camp du gouvernement. Vous parliez des 18 mois de négociation. On sait très bien que la date, elle a été repoussée de la fin de la négociation après les municipales pour des raisons politiciennes. Et si vous voulez écrire avec nous cette réforme des retraites, commencez par coucher sur le papier. Pas de départ à la retraite après 60 ans et pas de durée de cotisation supérieure à 37 annuités et demie. Pour en revenir donc aux conséquences sur les transports, notamment dans notre région ces prochains jours, on l'a bien compris, votre position, vous restez droit dans vos bottes, vous allez manifester, quoi qu'il en soit, même si ça perturbe évidemment la vie, le quotidien des Parisiens et des Franciliens. Que répondez-vous, Lauriane Rossi, quand ces Franciliens se retrouvent à devoir marcher? On ne sait pas si ça va durer un jour, si ça va durer 3 semaines, un mois, pour notamment se rendre au travail ou autre. Qu'est-ce que vous leur répondez? Quelles sont les solutions que vous pouvez peut-être apporter du côté, en tout cas, de l'État? Bon, déjà, sur cette journée de mobilisation, on a quand même un droit de grève qui est extrêmement précieux dans notre pays. On sait que demain, ça va être la galère pour les usagers, vous l'avez dit, et très justement. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'en tout cas, ça ne dure pas. Et qu'on ait cette journée de mobilisation demain et qu'on ait une seule journée de mobilisation et qu'on ne soit pas sur une grève, surtout à l'approche de fête de Noël, effectivement, où nos commerçants si de l'autre côté ça dure, vous n'avez pas envie que ça dure, mais plus que jamais besoin de se déplacer. Mm-hmm. Demain, je crois que bon nombre de nos concitoyens se sont d'ores et déjà organisés. Pour ceux qui le peuvent, et c'est pas le cas partout, certains se sont mis en télétravail, d'autres vont venir en voiture, à pied, à vélo, en covoiturage, etc. Donc voilà, il y a des solutions qui sont trouvées par tout un chacun. Néanmoins, ce sera la galère. Vous pensez que ce sera alors durable? Sur une journée, oui. Sur la durée, ça va être très compliqué. Donc moi, je souhaite effectivement que cette mobilisation ne dure pas et qu'on revienne à la table des négociations. Je poursuis. Si elle devait durer cette mobilisation, je n'ose pas imaginer qu'elle dure. En tout cas, envisageons le pire. Les téléspectateurs l'envisagent. Oui, je vous l'assure, nous-mêmes. On serait alors à ce moment-là face à une grève préventive, face à une réforme dont on ne connaît pas les tenants, les aboutissants. Bon, il nous appartiendra à nous, parlementaires et surtout au gouvernement, d'avancer aussi sur les paramètres. C'est ce que j'indiquais à l'instant. Sortir de ce flou. Je parle de tous les Parisiens, là, les Franciliens
franciliens qui vont se retrouver en galère, concrètement pour aller au travail, qui n'auront pas de transport. Est-ce que l'État va quand même essayer de les aider si le mouvement dure? Mais d'ores et déjà, on a demandé à la RATP, à la SNCF de nouer des partenariats avec d'autres opérateurs et mettre en place des nouvelles mobilités, donc solutions de covoiturage, vélo passage, etc. Ça a été fait. Il y a eu une grande communication, il faut la saluer d'ailleurs, de la SNCF et de la RATP sur ces aspects-là. Ils ont communiqué depuis déjà plus d'une semaine sur le sujet. Ça, c'est la SNCF et la RATP, du coup. Oui, en lien avec le ministère, le secrétariat d'État au transport. Je suis consciente que ça ne suffira pas, notamment pour les habitants de la Grande Couronne. Parce qu'on ne peut pas dire à quelqu'un qui habite au fin fond de l'Île-de-France qu'il va rejoindre Paris en trottinette. Je crois qu'il faut être réaliste. Hein. Donc, je sais que ce sera la galère. Maintenant, on met tout en œuvre pour minimiser cette nuisance demain. Et nous espérons votre solution, c'est le covoiturage. Il y a plein de solutions, le vélo, le covoiturage et d'autres solutions. Sur des courtes distances et des trajets notamment inférieurs à 5 km. Vous ne répondez pas à la problématique des franciliens de Grande Couronne. Quelqu'un qui habite en Grande Couronne et qui vient sur Paris, c'est très compliqué. À part la voiture, je ne vois pas d'autre solution. Pour ma part, je me permets quand même de répondre aux propos que vous tenez. Vous parlez de grève préventive, ça n'est pas sérieux. Ça n'est pas sérieux. Puisqu'on ne connaît pas. On sait très bien que la substantifique moelle de ce projet, c'est le régime par points. C'est bien ce qu'a dit Édouard Philippe et la suppression des régimes spéciaux. Vous êtes fondamentalement contre. Monsieur à ma gauche tout à l'heure disait c'est flou, il y a un loup, mais c'est le but de la réforme, on est bien d'accord. Le but de la réforme, c'est justement qu'on ne voit pas ce qu'on va toucher comme retraite, puisque chaque année, le gouvernement pourra réviser à la baisse la valeur du point. La valeur du point, elle sera fixée avec les syndicats. Le but, chaque année, madame, valeur du point garantie. Mais vous pourrez par la loi garantie combien de temps, un an, comme le dit monsieur c'est évident. Mais regardez par exemple les régimes. C'est le but. C'est un point. Vous pouvez pas dire après, c'est une grève. Je vous ai quand même laissé vous exprimer. Vous pouvez pas dire que c'est une grève préventive. On sait ce que ça va amener, ce système universel de retraite par points. Si jamais ça venait à être mis en œuvre, c'est que chaque année, par la loi, le gouvernement pourra baisser la valeur du point et baisser le niveau des pensions. Vous parliez de galère, vous osez parler de galère, alors que vous êtes député. La galère, c'est de vivre avec des retraites de 650, 700 euros. C'est ça la galère. Marcel Bénézé, est-ce que vous craignez un pari en Berne? À 1000 euros. Je suis très inquiet parce que nous avons pas mal de commerces qui ont tiré le rideau aujourd'hui. Si ça devait durer au-delà de dimanche, ce serait catastrophique pour les commerces. Ça, c'est certain. Et je me rends compte que finalement, quand j'entends discuter les syndicats, tout ce qui était les réunions qui sont autour de ça, on est en train de refabriquer encore une usine à gaz pour les retraites. Alors qu'il y avait une simplification à faire. On parle de simplification à tout moment. C'était simple, c'était d'augmenter, de partir à la retraite beaucoup plus tard. C'était tout simple. Donc c'est le système de points qui complique pour vous la situation. Un âge pivot suffirait. Mais bien sûr. On est en train de compliquer une situation qui aurait pu être simple de cette façon-là. On est en train de compliquer ça. On est en train les usines à gaz, la simplification. Moi, j'entends parler de simplification depuis je ne sais combien de présidents de la République. Alexis Nouvet, est-ce que les syndicalistes entendraient Merci de me donner la parole. Est-ce que les syndicalistes que vous représentez entendraient une augmentation de l'âge de départ en retraite? Non, pas du tout. En sacrifiant le reste des demandes? Non, pas du tout. Les régimes spéciaux ont été minutieusement mis en place dans les secteurs où ils le sont. Ils sont tout à fait pertinents aujourd'hui comme demain. Ce que je comprends pas, monsieur, dans vos propos, c'est pourquoi la préoccupation principale, c'est pas l'emploi. En fait, vous dites il faut travailler plus longtemps. Pourquoi on ne fait pas travailler déjà tout le monde? Pourquoi est-ce que le fait d'avoir un boulot est maintenant devenu un privilège, pour reprendre l'expression que les gens de la République en marche utilisent à l'endroit des agents RATP que nous sommes? Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une politique enfin de la demande, de l'emploi pour de vrai? Mais je vous donnais un exemple chiffré, un peu fantaisiste tout à l'heure, mais enfin quand même, il y a des leviers pour créer de l'emploi. Mais aujourd'hui, pourquoi on veut toujours sans cesse repousser l'âge de départ à la retraite? La bataille de l'emploi, c'est la bataille de l'emploi. Le travail. Parce que cette question des retraites, c'est bien la question du partage des richesses qui est derrière. Florian Rossi. Ce que vous voulez, c'est prolonger l'âge d'exploitation des gens. Non, mais c'est pas d'exploitation. Moi, j'ai du plaisir à travailler. Moi, je connais, écoutez, j'avais aussi j'ai du plaisir à travailler dans le milieu de la SNCF et de la RATP. Avec 12 ans d'ancienneté, ils partent à la retraite et ils cherchent un emploi après. Ils partent à la retraite de la SNCF ou de la RATP et ils cherchent un emploi derrière. Alors quand même, c'est qu'ils ont envie de travailler. Vous répondez pas à ce que je vous ai dit. Moi, je réponds à votre question parce que les gens. Ma question, c'est le chômage. Pourquoi on ne fait pas travailler les gens plus nombreux plutôt que de les faire travailler plus? C'est la bataille de l'emploi. D'accord. Alors vous avez créé du Uber Eats, d'accord, du VTC. C'est la réponse. Vous lui avez posé la question. À vélo, si c'est ça le boulot. Nous avons fait de la formation et de l'emploi la priorité de ce quinquennat et depuis 2017, nous n'avons fait
que voter des réformes qui vont dans ce sens-là, et ça marche. Est-ce que ça pourrait justement éviter d'en arriver aux réformes que vous proposez pour la retraite? Non, ça ne suffit pas. Ce sont deux batailles, je dirais, parallèles et nécessaires. Premièrement, évidemment, aller vers le plein emploi. Aujourd'hui, vous avez effectivement un taux de chômage qui, il faut s'en réjouir, pour la première fois depuis 10 ans, est à son plus bas niveau. 8,5%. C'est pas suffisant. Quels emplois, madame? Quels travailleurs? Quels revenus? Non, aussi bien du travail peu qualifié que du cadre. C'est bien sur le plan cosmétique. Vous maquillez la réalité derrière des chiffres. Mais enfin, les gens continuent à galérer, madame. On va écouter votre réponse. Quels sont les emplois qui ont été créés? Il y a aussi bien des emplois qui ont été créés pour les cadres que du travail peu qualifié. Je le vois notamment, moi, dans ma circonscription, notamment dans le secteur du BTP, dans l'aide à la personne, il y a des emplois. Je rappelle également que nous avons plus de 200 000 emplois non pourvus dans notre pays. Et des emplois là, peu qualifiés, mais bien rémunérés. Dans le secteur, dans le secteur du BTP, moi je discute beaucoup avec la Fédération française du bâtiment. Vous savez, moi j'ai la construction du Grand Paris Express, les Jeux Olympiques et bon nombre de grands travaux publics qui appellent des emplois. Ces emplois-là, quand on gagnera plus d'argent en allant travailler qu'en restant à la maison, on aura réglé le problème. C'est tout l'enjeu de la réforme de l'assurance chômage. Alors si on fait avec les salaires comme madame et ses amis veulent faire avec les retraites, vous pouvez gagner 2 500 €. Pourquoi ils ne sont pas pourvus? Est-ce qu'ils n'intéressent pas les candidats? Est-ce que les gens ne sont pas qualifiés? On a un vrai problème aujourd'hui. S'il vous plaît, on est en train de discuter. On a un vrai problème aujourd'hui pour faire correspondre l'offre et la demande d'emploi. Je n'accuse personne. Pôle emploi fait le maximum et je sais le travail que mènent les agents de Pôle emploi pour mobiliser. Mais il y a aussi des personnes que nous n'avons plus dans les radars, qui ne sont pas inscrits chez Pôle emploi, notamment des jeunes en décrochage scolaire, etc., à qui nous pourrions proposer ces emplois-là et qu'on n'arrive plus à identifier. C'est tout l'enjeu. Peut-être parce que vous les avez radiés, non? Non, puisqu'ils n'ont jamais été demandeurs d'emploi, jamais inscrits au chômage. Pour la plupart, ils n'ont jamais travaillé. Donc, il faut qu'on puisse appuyer effectivement sur des acteurs, notamment les acteurs sociaux, les associations, les services déconcentrés de l'État, pour aller les chercher. On a mis en place un dispositif, les emplois francs également, qui est extrêmement intéressant pour les jeunes des quartiers, qui permet justement à ces jeunes-là, et moins jeunes d'ailleurs, d'aller travailler dans une entreprise qui n'est pas située dans les quartiers, ce qu'il faut aussi permettre. Cette politique de l'emploi-là, selon vous, elle ne répond pas donc à la problématique de fond aujourd'hui. Elle ne fournit pas les emplois nécessaires? Mais ouais, c'est facile de parler de chiffres bruts en matière d'emploi et je pense qu'il faut quand même rentrer un petit peu dans le qualitatif. Quand le président va inaugurer des entrepôts Amazon, alors qu'on sait que c'est des emplois catastrophiques, que ce soit au niveau des conditions de travail, au niveau des salaires. Pardon, j'ai pas votre expertise. Moi, je conduis un autobus dans les rues de Paris. Qu'est-ce que j'ai vu comme type d'emploi exploser ces dernières années? Ce sont les livraisons à vélo. Il n'y a pas plus précaire, il n'y a pas plus dangereux. C'est des jeunes, pour le coup, motivés. C'est du complément de motivés. Non, ce ne sont pas que des étudiants. Ce ne sont pas que des étudiants parce qu'ils finissent par décrocher sur le plan scolaire à cause justement de la nécessité de travailler et puis ils finissent par ne faire plus que ça. Alors au-delà du travail, aujourd'hui la thématique c'est tout de même cette... Oui, mais si vous le permettez aussi, on parle de la grève aujourd'hui sur ce plateau. Vous parliez du boulot, je dis la plupart des emplois quand même qui sont créés sont des emplois peu rémunérés, dangereux, des emplois précaires. Voilà. Nous, dans notre profession, il y a des emplois 80 000 à 120 000 emplois qui ne sont pas pourvus. Voilà. Et donc, vous voyez, dans la restauration, donc, que ce soit des cuisiniers, des serveurs, donc il y a un problème. On a un problème. Il y a un problème d'emploi, il y a aussi un problème. On ne peut pas effacer 30 années de politique qui ont été inefficaces. Moi, je reconnais, ça a été inefficace. Et un quinquennat réparer tout ça. C'est impossible. C'est impossible. À aucun moment. On va avancer dans le débat sur les retraites, s'il vous plaît. On revient sur les retraites, s'il vous plaît, messieurs. Le tout, Vous êtes avec moi? Oui, je suis avec vous. Merci. On va poursuivre donc sur les retraites. C'est le thème de cette émission ce soir, puisque la grève, on le rappelle, c'est dès demain au sujet de cette réforme des retraites et pas de l'emploi encore. Est-ce qu'on peut craindre ou pas une convergence des colères, selon le point de vue évidemment que l'on porte? On sait que les étudiants sont en train de se mobiliser en ce moment. Extinction Rébellion également, l'association écologiste. Les Gilets jaunes également annoncent vouloir se joindre au cortège des manifestants. Est-ce que la réforme des retraites, ce n'est pas un prétexte aujourd'hui à exprimer toutes les colères envers le gouvernement et envers l'État? Alors nous, à Solidaire, groupe RATP et dans toute l'Union syndicale solidaire, on ne craint pas une convergence des luttes, évidemment. On la souhaite, on espère qu'elle va arriver, évidemment, pour mettre un terme aux 30 ans de politique, 40 ans de politique thatchérienne dans ce pays qui n'ont mené aucun résultat pour les plus précaires. Est-ce que pour vous, les représentants des commerçants, est-ce que c'est une complication, cette convergence possible des luttes? Alors moi je pense que la convergence, elle est voulue par certaines personnes, parce que si vous voulez, s'il y a cette animation autour des retraites, c'est que ça arrange certaines personnes et qui veulent justement, c'est qu'on va s'en rendre compte demain, qui en veulent à la République. Il ne faut pas croire
d'accord. C'est pas moi qui manifeste. Je trouve ça tout à fait normal. Je suis pour la manifestation. Elle a toujours existé. Moi, j'ai manifesté avec Monsieur Daguin, qui représentait la restauration, qui est décédé aujourd'hui. J'ai fait mes premières manifestations avec lui dans les rues de Paris. On n'a jamais cassé quoi que ce soit. Les cheminots n'ont jamais cassé quoi que ce soit. La RATP non plus. Le problème aujourd'hui, c'est qu'autour de ça, il y a une masse de personnes qui sont là pour créer une animosité et créer de la divergence et tout ça, et de la casse, et qui en veulent à la République pour montrer que l'État n'est plus présent. Marc Pélissier, quelle serait la conséquence pour les usagers des transports en commun, justement, si ce mouvement devait s'amplifier et converger? J'en veux à la République, moi, monsieur. S'il vous plaît, monsieur. En tout cas, nous, ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, le droit de grève, il est constitutionnel, on le respecte. Par contre, ce qui nous inquiète, effectivement, c'est le risque qu'il y ait des débordements, notamment qui concernent le peu de trains qui vont circuler, et des actions de blocage, des actions intempestives, qu'elles viennent de salariés SNCF RATP ou bien d'autres catégories, et qui viennent bloquer des gares, par exemple, etc. Voilà. Ça, pour nous, ça serait vraiment inacceptable, parce que le droit de grève, c'est une chose, mais ce n'est pas le droit de blocage. Justement, est-ce qu'il peut y avoir une éventualité, au-delà de ces grèves classiques qui s'annoncent, des manifestations, des blocages, par exemple, d'usines? Ça, je l'ignore. Nous appelons à l'Union syndicale solidaire, nous appelons à rejoindre le cortège qui se réunira à partir de 14h à la gare de l'Est. Voilà, c'est pas compliqué. Par contre, monsieur, j'aimerais quand même vous entendre sur un sujet, c'est les perturbations dans les transports au jour le jour, en fait. Là, aujourd'hui, on focalise sur la grève, les grévistes, etc. Tous les jours, il y a des problèmes de panne sur les bus, il y a des problèmes de panne sur le métro, des départs de feu, des ruptures d'attelage, des déraillements de RER, des problèmes de sécurité graves. Par bonheur, qui n'ont pour l'instant fait aucune victime. Mais le manque d'investissement dans les infrastructures et dans le matériel roulant de la RATP cause des désagréments aux usagers tous les jours. Allez voir les usagers de la ligne D, allez voir les usagers de la ligne A du RER. Ils n'ont pas besoin de grève pour savoir que quasiment chaque semaine, il y aura des perturbations sur la ligne. Mais la FNOT s'exprime régulièrement à ce sujet, et on le reçoit aussi sur ces plateaux. Il l'a dit d'ailleurs tout à l'heure. Il l'a dit tout à l'heure. Le gros des perturbations dans les transports franciliens, c'est pas les grèves. C'est le sous-investissement et c'est la faible qualité du matériel. Vous allez peut-être me le dire vous-même. Avec un bémol quand même, parce que la SNCF, qui il est vrai a connu plusieurs réformes ces dernières années, eh bien on a eu 2014, 2016, 2018 des conflits quand même difficiles pour les usagers, plus des grèves locales, des grèves perlées, des grèves de 59 minutes. Enfin, il y a quand même un vrai problème à la SNCF, davantage qu'à la RATP, de, entre guillemets, gréviculture, et même si, bien entendu, les problèmes des usagers vont bien au-delà, et les problèmes de régularité ne se réduisent pas aux problèmes de grève, bien entendu. Après les conséquences, on va maintenant aborder les suites possibles de cette grève, c'est tout de suite. La dernière grève dans notre région, c'était donc le 13 septembre. Très récemment, un mouvement très suivi avec la promesse justement pour cette grève du 5 décembre d'être encore au plus soutenue. Ce sera en tout cas la promesse pour demain et les jours à venir. Alors pourquoi cette date du 5 décembre a été choisie? Parce qu'elle coïncide, on vous le rappelle, avec une journée de forte mobilisation. C'était il y a 24 ans, en 1995, contre le Premier ministre d'alors. C'était Alain Juppé. Retour justement sur cette mobilisation qui avait paralysé le pays durant 3 semaines avec Aurore Villemur. Décembre 1995, dans les rues de la capitale, des milliers de cheminots se rassemblent. Une manifestation contre le plan Juppé qui prévoit une réforme de la sécurité sociale et du système de retraite. On a marre d'être cotisés, on n'est pas augmenté, on commence à en avoir marre. Conséquence, les transports sont à l'arrêt, les gares sont vidées. Aucun train, aucun métro, quasiment aucun bus ne circule. Les franciliens, eux, s'en remettent alors au système D. Course à pied, vélo, voiture, certains même font du stop. Tous les moyens sont bons pour se rendre au travail. Mais sur les routes, impossible d'échapper aux embouteillages. Au total, cette grève aura duré 3 semaines. Elle prendra fin le 15 décembre, date à laquelle le gouvernement recule et retire la réforme des retraites. Marcel Bénézé, pour l'instant, on annonce un jour de grève. Si cela devait se prolonger, durer pourquoi pas jusqu'à la Noël, 3 semaines encore, quelles seraient les conséquences pour votre profession? Alors, pour le commerce français et pour l'image de marque de la France et de la capitale dans le monde entier, ce serait catastrophique pour nos commerçants parce qu'ils comptaient sur ces mois, le mois de décembre, pour refaire leur trésorerie et pour repartir sur une année 2020 dans de bonnes conditions. Et là, ils sont très inquiets parce que c'est pas ce qui se présente. Quelle est la situation? Est-ce que vous vous projetez justement? Est-ce que vous pouvez évaluer les pertes
suite qui pourrait être attendue? On sait que l'année dernière, déjà, la période de Noël avait déjà été compliquée avec les manifestations des Gilets jaunes. Beaucoup n'ont pas réouvert. Il y en a qui ont fermé, qui n'ont pas réouvert, qui ne rouvriront jamais. Ils sont partis, ils sont allés sur d'autres aventures. Mais aujourd'hui, bien sûr que c'est une inquiétude énorme. Aujourd'hui, on souhaite que ça soit réglé le problème demain et qu'on n'en parle plus. Mais ça m'étonnerait. À mon avis, ça va durer peut-être vendredi. Après, il y a le week-end. Et si lundi, on a oublié tout ça, tant mieux. Mais je pense, je le souhaite. Parce que malgré que je peux comprendre la RATP, la SNCF, que je connais bien, sont des amis. Donc je les connais très bien. Hein. Mais je peux comprendre. Mais je comprends aussi les autres qui travaillent jusqu'à 67 ans pour avoir une retraite à taux plein. Alors pour toucher, comme Madame dit, 980 € par mois. Du côté des usagers des transports, comment est-ce qu'on s'organiserait si cette grève devait être aussi importante que celle de 95 par exemple? Alors, clairement, les usagers savent quand s'organiser, plus ou moins, mais en tout cas, on sait que pour une journée, on l'a vu en septembre, une journée, 2 journées éventuellement, on trouve des solutions. Bon, c'est difficile, mais on s'arrange. Mais effectivement, notre grosse crainte, c'est un mouvement qui se prolonge dans la durée. Et de ce point de vue-là, le fait qu'il n'y ait pas visiblement de discussion avant mardi, déjà, nous laisse à penser que le mouvement pourrait durer au moins jusqu'à mardi. Et on trouve que c'est, comme je disais, un peu dommage toujours d'avoir cette grève finalement et la négociation qui, en tout cas, ne bat pas son plein. Alexis Louvet, du côté de Solidaire RATP, est-ce que vous envisagez, est-ce que vous êtes déjà projeté sur un allongement de cette grève? Oui, mais enfin, bon, je tiens d'abord à dire 2 choses. Hein, c'est que on est dans une émission qui concerne les franciliennes et les franciliens, donc on parle beaucoup des désagréments de la RATP et du réseau SNCF, notamment RER. Je l'entends tout à fait, hein, mais c'est pas une grève des régimes spéciaux. Hein. Ça, il faut quand même le répéter. Tout le monde sera impacté par cette réforme et tout le monde la rejette, comme bon nombre d'usagers d'ailleurs, hein, qui sont partagés entre, c'est certain, le désagrément. C'est la raison pour laquelle vous projetez et vous voyez envisager un durcissement. Le désagrément de devoir soit rester à la maison, soit se déplacer dans les conditions en effet dégradées, et en même temps le désagrément plus grave encore, hein, de voir leur pension de retraite réduite à peau de chagrin. Comment réagirait l'État à cette situation si ça devait durer beaucoup plus longtemps? Je veux déjà réagir à ce qui vient d'être dit. Évidemment que demain, en tout cas pour ce qui concerne la RATP, c'est une mobilisation pour préserver le régime spécial. Et là-dessus, je le redis, on ne transigera pas. C'est une promesse présidentielle, elle était dans le projet porté par Emmanuel Macron, suppression des 42 régimes spéciaux pour enfin... Bon, de toute façon, vous n'êtes pas d'accord sur ce point. Maintenant, vous allez répondre à ma question. Merci. Le gouvernement va prendre en charge. Comment est-ce que le gouvernement va gérer cette crise si elle dure plus longtemps? Déjà, je le redis, le dialogue social continue. Il continue encore aujourd'hui même avec le Premier ministre et les membres du gouvernement, Jean-Paul Delevoye, de manière à avancer sur les paramètres de cette réforme. On a bien compris. On a avancé sur quoi depuis le 13 septembre? Pardonnez-moi, parce qu'à un moment donné, il faut être sérieux. On a avancé sur quoi depuis le 13 septembre? Mais ce n'est pas moi qui mène les négociations. Moi, je suis députée. Donc j'aurai à voter et à débattre de cette réforme en 2020, mais ce n'est pas moi qui mène les négociations avec les syndicats. C'est le Premier ministre et le Haut-Commissaire aux retraites. Voilà, donc je vous livre les informations. S'il vous plaît. Pas du tout. Il mène des négociations qui avancent. Et vous n'êtes pas au courant? S'il vous plaît, mais je ne suis pas à la table des négociations, je ne suis pas membre du gouvernement. Monsieur, je suis députée. J'aurai à débattre et à voter cette réforme l'an prochain. Alors, Emmanuel Macron a dit qu'il portait ce projet d'ambition pour le pays, qu'il ne céderait pas. On l'a bien entendu. Est-ce que la pression tout de même monte du côté de l'exécutif? Est-ce que tout de même cette révolte qui s'annonce fait craindre qu'on ne trouve pas d'issue, comme par exemple Alain Juppé a dû céder sur certains points de cette réforme qu'il a proposée en 95? Non, je crois que, d'une part, il faut on agit en responsabilité, donc il n'est pas question de céder à la peur, à l'inquiétude, etc. Quitte à aller au bras de fer, ça va non, être... je ne parle pas de bras de fer. Moi, je crois on a des partenaires sociaux, des corps intermédiaires dans ce pays. Il faut pouvoir s'appuyer sur eux et écrire cette réforme avec eux dans le respect et dans l'écoute. Maintenant, il faut mettre de côté les fantasmes et l'instrumentalisation de cette réforme. Ça me semble être un impératif de départ pour dialoguer. Ce dialogue, il continue. Maintenant, il ne faut pas minimiser, effectivement, l'inquiétude chez nos concitoyens, au-delà des franciliens qui nous regardent. Elle est légitime parce que beaucoup d'entre eux se disent à quelle sauce je vais être mangé, est-ce que je vais devoir travailler plus longtemps, je suis à 5 ans de la retraite, à quel âge je vais partir, etc. Il faut qu'on délivre ces paramètres. C'est pour cela que je le pense, en tout cas, c'est mon point de vue personnel, ce dialogue social doit s'accélérer de manière à dévoiler les paramètres au plus vite en lien avec les syndicats. Et est-ce qu'il doit s'accélérer également aussi au profit des personnes qui sont ces derniers jours, on a les enseignants qui se sont fortement mobilisés parce que les syndicats
syndicale leur disait qu'ils allaient être les grands perdants de cette réforme, ce qui est totalement faux. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, s'est exprimé hier publiquement pour dire c'est faux. Les enseignants ne seront pas perdants, au contraire, les primes seront comptabilisées et leurs salaires seront revalorisés. Donc il faut qu'on avance et surtout qu'on mette fin à ces fantasmes infondés sur les perdants, les pseudo-perdants de cette réforme. C'est faux. S'il y a des perdants, c'est effectivement, et je le dis sur ce plateau, les bénéficiaires des régimes spéciaux. Alors Alexis Louvet l'a bien dit aussi, il n'y a pas que la RATP, il n'y a pas que les transports qui sont concernés par ce mouvement de grève, il y a l'enseignement comme vous l'avez dit également, il y a de nombreuses professions, la santé également, beaucoup la justice, tout le monde finalement. Il y a beaucoup de personnes, des millions de personnes qui seront mobilisées dans différents corps de métier, que ce soit le privé ou le public. Donc quand même, vous sentez cette mobilisation générale et cette inquiétude. Elle signifie quelque chose. Est-ce que l'exécutif serait prêt à céder tôt ou tard à quelque chose pour que tout le monde y trouve son compte, ou est-ce que ça va aller crescendo vous employez le mot céder, ça signifierait qu'il y aurait un rapport de compromis, on va dire. Encore une fois, le dialogue doit se poursuivre et non pas le bras de fer ou le rapport de force. Je crois qu'on n'en est pas du tout là et ce dialogue doit se poursuivre. Et ce dialogue, est-ce que vous avez une deadline? Ce dialogue, il va s'arrêter quand en fait? Vous avez proposé le Premier aussi ministre longtemps a annoncé qu'il prendrait la parole dans les jours à venir, les 9 ou 10 décembre, je crois, mardi. Donc voilà, laissons le Premier ministre s'exprimer sur le sujet. D'ici ces prochains jours-là, le dialogue qui aurait été établi sera suffisant Je l'espère et je le crois fortement. Oui. Moi, je me permets de réagir. Quand je vous entends dire que le dialogue doit s'accélérer, on a quand même fait la grève contre, et là je le dis, l'appel des syndicats de la RATP ne concerne pas les régimes spéciaux. L'appel co-signé par 5 syndicats de la RATP, il indique que les agents de la RATP, comme d'autres professions l'ont fait depuis, rejettent en bloc et dans le détail ce projet de système universel de retraite par points. Il n'est pas question de régime spécial dans l'appel qui a été signé le 19 septembre dernier par 5 organisations syndicales de la RATP. Ça, c'est la première chose. Aussi, d'ailleurs, vous n'avez pas répondu à ce point-là. Mais moi, j'ai pas terminé. Oui, justement, mais je reviens. Vous permettez? Je permets, oui, bien sûr. C'est gentil. C'était rapide. Vous n'êtes pas revenu sur ce point-là, justement, qu'avait évoqué Alexis Louvet, sur le fait qu'il n'y a pas que les régimes spéciaux qui sont mis en cause, mais qu'il y a aussi le reste de cette réforme. Qu'est-ce que vous dites? Parce que vous revenez beaucoup sur les régimes spéciaux pour le reste de la réforme. En dehors du paramétrage, du calcul des points. Les deux seules choses que nous connaissons clairement aujourd'hui, c'est la suppression des régimes spéciaux et ce système universel de retraite par points. Et le système universel, donc les deux points que votre syndicat, vos syndicats et les travailleurs de la RATP qui seront en grève demain contestent. Ou quand? Parce que les paramètres. Quand est-ce qu'on l'a écrit ça? Où l'avez-vous lu? Que la revendication, c'était le système par points. C'était le rejet de la réforme en l'état. Et je vous ai dit, les revendications, j'en ai parlé tout à l'heure. 60 ans maximum, 37 annuités et demi. Les voilà, nos revendications. Aujourd'hui, la réforme, telle qu'elle est posée, puisque les paramètres ne sont pas connus, en dehors des droits que j'ai évoqués tout à l'heure, qui seront ouverts, c'est la fin des régimes spéciaux et la retraite par points. Donc vous contestez les deux fondamentaux de cette réforme. On ne connaît que cela aujourd'hui. Le reste n'est que sérieux. Les régimes spéciaux, c'est de la poudre aux yeux. Les régimes spéciaux, sur les 42 régimes de retraite, ça représente 3% des travailleurs. C'est de la poudre aux yeux, c'est pas un problème. C'est pas un problème au niveau de l'État de les financer. Le problème, c'est l'emploi. Je l'ai déjà dit et je le répète, le problème, c'est de faire travailler les gens, travailler tout le monde, et non pas d'en faire travailler quelques-uns un peu plus longtemps. Ça, c'est vraiment de la politique politicienne, c'est de l'idéologie. Pourquoi remettez-vous en cause cette réforme de retraite, justement, pour Pourquoi nous la remettons en cause? Parce que précisément, comme le disait monsieur à ma gauche, c'est flou. C'est flou. Est-ce que vous laisseriez une marge de manœuvre au gouvernement pour encore des discussions, pour négocier? Non. Moi, je suis mandaté par des syndiqués et puis je représente aussi des agents qui refusent de voir dans ce pays instaurer un système de retraite par points. Voilà. Parce que précisément le but de ce système, c'est de pouvoir baisser chaque année, en légiférant, baisser le montant des pensions, et on ne le veut pas. Il y a déjà, comme je vous le disais tout à l'heure, vous parlez de galère, la galère, il y a déjà beaucoup de retraités qui la vivent aujourd'hui, alors qu'ils ont travaillé toute leur vie. C'est de ça dont il faut se préoccuper. Ce sera le mot de la fin. C'est pas de baisser le mot de la fin, malheureusement. Des futures pensions. Merci à vous. Très brièvement, on est en train de conclure. Moi, je pense que la réforme va se faire, mais on va faire une usine à gaz. Ça va être une complication. On va acheter la paix sociale. Merci. On vous rappelle, téléspectateurs également, que BFM Paris vous accompagne en cette fin de semaine face à cette galère, on peut le dire. Faites-nous part de vos solutions face à la grève à travers, par exemple, notre opération Entraide BFM RMC. Vous pouvez vous organiser, vous entraider en partageant un moyen de transport, pourquoi pas, ou encore un hébergement. Rendez-vous sur la carte interactive du site bfmparis.fr. Et puis nous aurons également notre ligne téléphonique usagée BFM Paris. N'hésitez pas à nous faire part de vos
vos informations, de vos solutions et dès ce mercredi soir aussi de vos tracas. Le numéro, vous le voyez, s'affiche, c'est le 06 13 02 46 93. Merci à mes invités du jour d'être venus sur le plateau de Capitale 2020. Merci Lauriane Rossi, merci Alexis Louvet, merci Marcel Bénézé, merci Marc Pellissier. Je vous retrouve moi jeudi, demain soir à 18h aux côtés de Tanguy Delanlay que vous retrouvez immédiatement pour la suite de vos programmes sur BFM Paris. C'est l'heure de Bonsoir Paris. Merci à vous.